Bienvenue sur Sablier TV. Aujourd'hui, passons donc au bulletin météorologique. Alors, un peu partout, il fera chaud, du nord au sud, oui, plutôt chaud, aussi à l'est, à l'ouest, dans le 5e point cardinal aussi. Très chaud, très chaud, c'est très chaud. Ah, il faut mes films d'été. Très bien, oui, voilà. Alors, c'est pas tout à fait, comment tu l'as appelé ? Sablier TV. Sablier TV. Ah oui, d'accord. Donc, c'est les fascinéphiles, hein, vous l'aurez compris, bien sûr. Ah, c'était donc pour ça. Et en plus, Sablier, il retrouve son nom, parce que qui dit été dit plage, et qui dit plage dit sable. Exactement. Et oui, donc on revient. On vous avait manqué, hein, je pense, depuis plusieurs mois. En tout cas, nous, on s'était manqué. Oui, déjà. Et donc, on va commencer. Alors, on va parler des films d'été, comme on l'a dit, mais par des films sur les vacances d'été, hein, plus particulièrement. Voilà, parce que l'été, c'est souvent connoté à la plage, au parasol, au coup de soleil aussi. Tout ce qui est du registre de la détente, du loisir. Et donc après, vous n'êtes pas sans savoir qu'en été, il neige parfois, et oui, dans l'hémisphère sud. Donc, même quand on parle d'été, il faut aussi regarder du côté sombre de l'été. Parce que nous aurons droit dans un deuxième temps à des films qui préfèrent plutôt garder le côté désagréable de la chaleur estivale. Oui, voilà, qui prennent un tournant très inattendu, parfois sanglant, hein, on va pas se mentir, bon, mais ça reste l'été. Et on terminera par un petit bonus incontournable pour l'été, bien sûr. Oh, mais que vois-je ? Le grain de sable est arrivé de retourner le sablier. Eh ben, on commence tout de suite alors. Part donc dans la rubrique vacances d'été et une sommité. Les bronzés, quand même. De Patrice Lecomte. En 78, le film déjà, hein, ça date. C'est le premier de la saga. Hein. Oui, c'est effectivement très connoté, voilà, les vacances d'été, les 400 coups, voilà, c'est un peu ça, hein, l'idée des bronzés. Et puis il faut dire que c'est splendide, hein, quand même, hein, c'est ce qui les a un peu lancés. Je crois que c'est leur premier film ensemble, oui, non ? Tout à fait. Nous avons Thierry Lhermitte. On a aussi Christian Clavier, on a Michel Blanc, Josiane Balasco. Et puis Gérard Jugnot. C'est vrai, ne l'oublions pas. Et on continue dans les comédies françaises estivales, avec donc un duo de Jacques Tati, Jour de fête, suivi des vacances de Monsieur Hulot, respectivement 1949 et 1953. Alors Jacques Tati, ce qui fait quand même sa singularité, c'est son travail sur la bande sonore. C'est fait avec une telle maestria qu'on pourrait presque regarder ces films les yeux fermés, que ça nous ferait quand même rire. Ah oui, d'accord. Et donc, alors Jour de fête, ça va aussi dans une comédie où on joue sur quelque part des silences ou des instants dialogués mais incompréhensibles. En fait, c'est le réalisateur du Brouhaha. Dans Jour de fête, il joue un facteur justement qui doit apporter plusieurs colis. Enfin, on le suit tournée après tournée dans un village provençal, hein, qui est donc en préparation de la fête nationale. Et déjà, on sent poindre une espèce de dualité, une invasion de la technologie américaine, etc. Parce que ce village très rural qui de plus en plus se laisse séduire par la modernité, etc. Il est beaucoup dans ce ton-là, hein, Jacques Tati. Et pareil pour les vacances de Monsieur Hulot, où là, il va à la plage et il doit prendre des vacances. Oui, j'imagine, vu le titre, oui. Mais bon, d'accord, ça donne envie, en tout cas, juste sur le plan sonore. Et alors, le suivant alors oui, une petite... Un certain Marcel... Un certain Pagnol, même. Un certain Pagnol, oui. Parce que Marcel Pagnol, il incarnait vraiment les calanques, la Marseille ensoleillée, voilà, le pastis. On sentait dans ces films, même s'ils ne se situaient pas forcément en été, on y sentirait presque une touche estivale, une touche de soleil. Alors là, j'en ai deux en tête. Manon des Sources, qui est donc la suite de Jean de Fleurette. Par contre, c'est un peu un avant-goût de notre deuxième partie, parce que c'est pas entièrement joyeux, hein. C'est quand même l'histoire d'une vengeance. Mais je pensais surtout à Regain. Alors Regain, qui est le seul film où Fernandel tient le rôle de quelqu'un de peu recommandable. C'est vrai qu'il a toujours eu des rôles très sympathiques, hein. On le revoit souvent comme ça, hein. Et d'ailleurs, ça aura à tel point déconcerté les spectateurs que Fernandel refusera à tout jamais d'à nouveau incarner un mauvais rôle. Et enfin, je terminerai juste 1945 Naïs, où cette fois, il joue un bon rôle, on a toujours Fernandel en bossu. Je voulais juste parler de ce film pour la très belle phrase qu'à un moment il dit, alors qu'une vieille dame le remercie pour ses bontés et lui disait qu'il a un grand cœur, il répondait « Oh, vous savez, hein, j'ai pas de mérite. J'ai de la place. » C'est très très beau, effectivement. Bon, très bien. C'était une parenthèse tout à fait pédagogique aussi. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas forcément bien Marcel Pagnol. D'ailleurs, on va ouvrir une autre parenthèse, hein, parce que maintenant on passe à une rubrique plutôt animée. Oui, bon, Miyazaki, voilà, les studios Ghibli sont un des premiers qui viennent en tête. Hein. Je pensais surtout à Porco Rosso, sorti en 1992. Déjà, le fait que ça se passe en grande partie dans des zones côtières, des ports, des îles, et toujours
nimbé d'un soleil de plomb. C'est ça. Là, pour le coup, de mémoire, je crois que c'est un aviateur italien qui, à un moment donné dans sa carrière, disparaît dans les nuages et en ressort transformé en cochon. Bon, il y en a d'autres. Hein, Pogno sur la falaise, voilà, par exemple. ouais. Et d'ailleurs, c'est amusant, mais souvent, le point commun, c'est à nouveau la mer avec Pogno sur la falaise. Ouais. C'est Où toujours là, l'océan. entre ciel et terre et mer. Enfin, les éléments sont toujours très présents. Il manque le feu. Oui. Ah bah non, le soleil, la chaleur. Mais voilà, tout est là. Ouais, mais parfait. Il manque la quintessence. Eh ben, Mamoru Hosoda, quelque part, peut-être. Parce que Summer Wars est un film quand même très riche. Summer Wars, un Oui. film d'été, t'es sûr? Et Summer, eh oui. Hein. Alors, second film de Mamoru Hosoda? Second film, après donc la traversée du temps, bah là il nous fait Summer Wars, qui est un film, alors presque avant l'heure, on pourrait dire que c'est le Ready Player One. Ah oui, Voilà, tout à fait. C'est tout à fait ça, hein, mais avec une sensibilité particulière, hein, vraiment dans une sorte de maison très familiale, l'héritage, on sent, de la Chine traditionnelle. Et on y retrouve même la famille, donc la grand-mère, je crois, celle qui est respectée, Oui. qui fait même penser à la chanson de Charles Aznavour, Elle va mourir là, maman. C'est ça. Et puis surtout, voilà, en parallèle, ce monde virtuel qui s'impose de plus en plus. Ce qui est bien, c'est vrai que c'est ce qui marche souvent d'ailleurs dans les films, c'est cet aspect parallèle entre réalité et virtuel. Même si là, je trouve qu'il y a un certain déséquilibre parce que s'il se passe pas mal de choses dans la réalité, certains rebondissements, et si on y reste la majeure partie du temps, eh bien, dans le virtuel, par contre, il se passe beaucoup moins de choses. Oui. L'action est beaucoup plus uniforme, alors que bon, ça promettait d'un tel univers, ce virtuel-là, que C'est peut-être il y a pas une ce espèce qu'il de a- frustration. Ouais, c'est pas ce qui l'intéresse le plus, je pense, Mamoru Hosoda. Et quand on voit d'ailleurs, peut-être pour moi, c'est plus des films comme Les Enfants Loups, Ameyuki. Il est vraiment dans ce côté naturaliste des choses. Hein, On ressent vraiment l'aspect témoignage, hein, Oui, l'aspect c'est d'un très fort. d'un temps Ouais. présent, et avec toujours les dissensions entre la famille aussi. T'as l'oncle C'est renié, vrai. t'as justement la jeune fille qui fait appel au héros pour lui faire croire à sa grand-mère qu'ils sont en couple, parce que Oui. voilà, Oui, ça c'est joue beaucoup sur l'image. Surtout en plus que ce monde virtuel joue aussi énormément sur le visuel, sur les Oui. avatars, sur les apparences. On continue, un peu dans la même veine avec Les Enfants de la mer. Hein. De Ayumu, Watanabe, oui. Voilà. c'est ça. 2019. Donc de cette année, il est même sorti en juillet, donc c'est cet été-là. Vous voyez, on est dans le présent, nous aussi. Hein. Qui nous a reproché d'être en retard? Ah mais on est en retard! On n'a Ah. pas retourné le sablier! Ah, tu as raison, voilà, c'est bon, ça c'est fait. Et Les Enfants de la mer, donc, c'est un peu dans cette mouvance-là, une jeune adolescente, encore au collège ou au lycée, voilà. Durant les vacances scolaires. Ouais, qui va voir dans l'aquarium où travaille son père, un jeune garçon comme ça qui nage. Et qui semble amphibie, hein, il a l'air Oui. de très bien s'en sortir sous l'eau. C'est ça, c'est un peu l'homme boisson par excellence. Elle va être initiée avec lui un peu au pouvoir qu'il a. Et il a aussi un frère. Un frère qui va un peu la fasciner. Hein, Ouais. D'ailleurs, leur première rencontre pose un peu les bases de cette dualité, et au-delà de la dualité, de cette contradiction Oui. presque des personnages. Tout ça se passe dans encore une osmose estivale. Et il y a tout aussi un côté expérimental qui arrive surtout sur la fin. Et alors là, ça devient tout à fait autre chose. Ah ouais, c'est 2001, l'Odyssée de l'espace. Voilà, là je crois qu'il essaie quelque chose qui est peut-être pas forcément approprié au film. J'ai l'impression que d'un coup, c'est deux expériences qui cohabitent mal. Un peu long et capillotracté. Ce film, son genre porte un nom. Le genre, tu l'as dit, Bouffi. Tu l'as dit, Bouffi. Ah oui, je me rappelle que tu m'avais fait la réflexion. Parce que à chacune de leurs répliques pseudo-philosophico, mentalico, mystico, Oui, c'est un peu les grandes leçons existentielles Voilà, pour les nuls. Oui, voilà, en gros. dans ma tête, durant le film, à chaque fois, je me disais, ah bah, tu l'as dit, Bouffi. C'est ça. Alors, tout de suite, Conte d'été, citons-le, de Eric Romer. Ah, belle transition, là. Oui, je trouve que là, c'était tout trouvé. Ah, là, oui, de c'était... l'animation à quelque chose de très... C'était tellement transitoire que j'ai même pas vu, en fait. Mais exactement. Et donc, Conte d'été. Alors, Eric Romer, donc en 1996, et ça fait partie de sa série des 4 saisons. oui, c'est vrai. Parce qu'Eric Romer est célèbre pour ses contes de printemps, contes d'été, contes d'automne, contes d'hiver. Lui, sa force, ce sont les dialogues. C'est un cinéma qui a souvent été targué de verbeux. Théâtral même, je De- crois qu'il y avait beaucoup... Peut-être, mais c'est surtout Ouais. très prolixe, très ubéreux. Oulala, ils n'ont que de mots savants, voilà, mais on Ah est bah, aussi un peu... Pour Eric Romer, hein, c'est la moindre des choses. Alors c'est Gaspard, je crois. Un jeune homme qui est partagé entre trois
femme. Alors, dans l'ordre, je crois que c'est d'abord Lena avec qui il est en couple, puis Ouais. Margot, c'est sa confidente qu'il rencontre en vacances, et qu'il aime en secret, mais bon, lui... C'est le cliché, hein, c'est toujours le garçon Oui. qui s'en rend pas compte. C'est ça. Et enfin, arrive Solène, introduite auprès de Gaspard par Margot. Voilà, tout ça est très emberlificoté, vous l'aurez compris. Finalement, Il bon, passe la de l'une à fin- l'autre, il hésite, Bon, etc. va pas Et à la fin, on apprend son choix. Son cœur s'est porté Oui. sur le magnétophone. Où ça sort, comment, pourquoi on vous laisse le découvrir. Non, mais voilà, c'est quand même une grande surprise finale. Bref. Ah oui, à côté de ça, le Dark Vador qui est son père, hein, ça... non, c'était une évidence. C'est une évidence. Alors, on poursuit tout de suite sur une note un tout petit peu romantique. Les Before, la trilogie des Before, avec donc Before Sunrise, puis Before Sunset, et enfin Before Midnight. 1995, 2004 et 2013. Voilà. Charles Linklater, oui, quand même, qui est aussi très connu. Il a fait d'autres films dans cette veine-là. Hein. Par exemple, Everybody Wants Some, en Ouais, 2016, qui est exactement. aussi sur l'été, non? Oui, tout à fait. Avec de jeunes gens qui se découvrent eux-mêmes. C'est toujours ça aussi qui est intéressant dans son cinéma, c'est que c'est des personnages qui, au contact des autres, soit sentimentalement, c'est souvent ça qui l'intéresse, c'est les relations amoureuses, et ben d'un coup se révèlent eux-mêmes, et là c'est un peu, voilà, un couple. Dans Before, les Oui, Before? Les Before, voilà. Tous les trois sont en été? Alors oui, et puis alors, alors Sunrise, il me semble, sans me tromper, que c'est à Vienne. Ensuite, Sunset, c'est à Paris, et Midnight, c'est En Grèce. Exactement, oui, en Grèce. Et donc voilà, c'est toujours un dépaysement, c'est ça aussi qu'offre cette trilogie, c'est très beau. Et donc c'est aussi voilà un couple qui va disséquer les relations amoureuses. Et c'est par cette analyse-là finalement qu'ils vont se rapprocher. C'est marrant que c'est plus par l'intellect en fin de compte que l'amour va naître. C'est quelque chose qu'on voit pas souvent et c'est intéressant. Et surtout, ce qui m'a l'air très séduisant, c'est que c'est réparti sur 3 étapes de leur vie. Oui, tout à fait. Il y a vraiment cette idée, et d'ailleurs Linklater fera ça aussi dans Boyhood. Alors, il a tourné carrément un film avec Boyhood sur 12 ans. Donc voilà, donc les acteurs, on les retrouvait à des âges différents. Là, non, effectivement, enfin, si, sauf que c'est pas dans le même film, voilà, il en a fait une trilogie, donc effectivement, on voit les mêmes acteurs évoluer. Dans cette veine aussi très romantique, N'oublie jamais. Ah, Nick Cassavetes. Bah, c'est pas le fils de John Cassavetes? Oui, le réalisateur, oui, tout à fait, Nick Cassavetes, c'est là donc une histoire d'amour, un été, un homme et une femme qui se rencontrent, lui promet, s'il se revoit à l'issue de cet été, de lui construire une maison. Et c'est ce qu'il fera, mais bien des années après, et elle aura vent effectivement de ça dans la presse, et voudra le retrouver. Et voilà, et est-ce que tout ça, après les années, elle est en plus promise à ce moment-là à un autre? Tu sais, quelque chose qui m'a toujours effaré, Ouais. c'est qu'en juillet, en Australie, il fait froid. Il fait froid. Il neige en Eh Australie oui, en oui, juillet. c'est vrai, oui. L'été, la saison froide de l'Australie. Oui. Et de tout l'hémisphère sud, Oui. d'ailleurs. Ah mais je vois où tu veux en venir, le froid qui rappelle le côté un peu plus sombre, c'est ça. C'est juste pour rembrayer sur notre deuxième grande partie, où Eh nous oui. allons parler des étés un peu dans l'ombre des étés. Oh, c'est un peu moins léger, là pour le coup quand même. Du rêve, on pourrait passer au cauchemar, mais bon. L'heure est venue pour le sablier de changer à son tour d'hémisphère. Mais oui. Chose très importante à préciser, Ouais. si vous voulez aller vous baigner et que vous êtes resté longtemps sur la plage sous un soleil de plomb, Oui. eh bien il faut entrer progressivement dans la mer. Sinon, on risque l'hydrocution. Exactement, c'est un peu ça aussi. Eh bien là, c'est pareil, pour éviter l'hydrocution, eh bien on va essayer de s'aventurer pas à pas Exactement. du côté des films sombres. Eh oui. Voilà, Alors, on donc commence- aventurons-nous Oui. avec l'Aventura. Ouais, donc de Michelangelo Antonioni. 1960, avec Monica Vitti par exemple. Oui, dans le rôle de Claudia. Alors, Claudia, c'est qui? Alors, reprenons Oui, un peu depuis qui le est début. Claudia? Mais voilà, qui est Claudia quand même? Alors, C'est l'amie d'Anna. c'est l'amie d'Anna. Mais Anna, c'est qui? qui est en couple avec Sandro. hein. Alors, en couple et qui est sur le point de se marier. Exactement. Elle est très amoureuse de lui, mais bizarrement, elle semble redouter quelque chose. Oui. Elle a peur que leur mariage ne se passe pas bien. Exactement. Et donc, Et elle essaye de lui en parler, mais bon, lui il prend ça à la légère. Oui, D'ailleurs, peut-être même trop à la légère. peut-être trop, oui, parce que justement, lorsqu'ils vont aller, donc elle, Anna et Sandro, son futur mari, Et Claudia, Claudia. avec un autre aussi, Sur une île déserte, sur un immense rocher, et ben Anna va disparaître. Voilà. Et là, Sandro et Claudia partent à sa recherche. une recherche effrénée qui va d'ailleurs les rapprocher. Exactement. Ah, ça rapproche d'avoir des buts communs. hein. Ah oui, oui,
Non, mais donc cette romance entre eux, voilà, devient de plus en plus importante. Ils vont nouer des liens suffisamment forts pour aussi envisager de se marier à leur tour. Alors au début, Claudia va avoir des remords, parce qu'il faut dire que des deux, c'est elle qui a l'air d'être le plus affectée par la disparition d'Anna. Exactement. Sandro l'est aussi, mais à sa manière, quoi. Mais voilà, c'est ça qui est très beau aussi dans la trajectoire, c'est-à-dire qu'elle va toujours avoir un remords, et puis après, finalement, elle va presque redouter qu'elle ressurgisse, Anna. Et bon, jusqu'à cette fin qui est très très belle, où finalement elle va être déçue par Sandro, elle va le surprendre avec une autre femme, et finalement tout ça va reconverger vers une fin où peut-être le pardon est possible. Voilà, rien n'est définitif, et en même temps... Et surtout, ce qui a pas mal remué les esprits lors de la sortie du film, qu'est devenue Anna. Et oui, parce que c'est ça, hein, c'est l'élément déclencheur, et en même temps ça ne sera pas résolu. Donc, le film l'oublie complètement, elle disparaît de l'espace filmique, assez vite en plus. Ouais. Restons quand même du côté italien avec... de talentueux Monsieur Ripley. Donc de Anthony Minghella. Donc de 1999. Avec Matt Damon, Jude Law. Un très beau casting. Et donc l'histoire d'un homme qui vit avec sa compagne, la Dolce Vita, comme on dit. Voilà, un fils de riche. Un fils de riche. Et d'ailleurs le père... Qui lui est aux États-Unis. Il va demander à un jeune homme qu'il connaît bien d'aller surveiller un peu. Hein. Et surtout de l'inciter à ramener son fils sur le continent américain. Parce qu'il n'aime pas trop le voir se pavaner. Donc du coup, il va peut-être prendre sa mission un peu trop au sérieux, hein, ce Monsieur Ripley. Et surtout, il va peut-être en tomber amoureux de sa mission. Et oui, parce que la Dolce Vita, lui aussi, il veut bien y goûter, et il va y goûter jusqu'au meurtre. Enfin, voilà. Donc là, on commence, hein, vous voyez, hein, l'été sombre. Pas à pas. On y vient. Il n'y avait pas encore de meurtre dans l'Aventura. Oui, non, c'est un très bon film, très, très psychologique. Comment aussi on peut absolument... prendre l'identité d'un autre, parce que c'est aussi et se laisser faire par cette identité aussi. Alors, on poursuit dans une veine... On plonge dans la plage. Oh, pas mal. Danny Boyle en aurait été fier. Surtout en 2000, quand son film est sorti. Exactement. Leonardo DiCaprio, hein, donc... Ah oui, je vois très bien le visuel. Je sais, ça commence où il est tout habillé, échoué sur une plage, il y a les vagues qui lui frottent le visage. Et ensuite, il se retrouve face à une espèce de mania asiatique. Ce sera 10 ans plus tard, hein, Inception. Mais la plage lui colle à la peau, hein, oui, le pauvre DiCaprio. Mais bon... Ah oui, je vois, oui, je revois, oui. Ah, par contre, c'est pas une plage, hein, c'est un glacier. Hein. C'est un glacier. Ah bah oui, je revois très bien l'iceberg, moi. Titanic. Il est partout, DiCaprio. Oui. Alors, donc, la plage, hein, c'est cet idéal qu'on vend aux héros, justement. Il séjourne dans un hôtel, et puis quelqu'un qui séjourne à côté de lui va lui vendre cette île paradisiaque, paradis sur Terre. Est-ce que c'est un mythe ou pas? Finalement, il va retrouver une carte dans la chambre de cet homme-là, qui va finalement se suicider, donc ça commence assez mal, on se demande... Ah oui. Et il va la prendre avec lui en tête de trouver cette île, et il va embarquer avec lui deux touristes français avec qui il a sympathisé, et ils partent comme ça à l'aventure sur cette île, il la trouve finalement, et là il découvre tout un mode de vie, une communauté qui vit sur cette île. De là, est-ce qu'ils vont y rester de leur plein gré? Est-ce qu'ils peuvent Alors quand tu dis y rester... Alors oui, bon, c'est à double tranchant, hein, parce que ça prend une tournure moins paradisiaque, hein, voilà. D'accord. Alors à mon avis, on va en retrouver un ficelé dans le coffre, un autre sur la banquette avant, et un troisième sur la plage arrière. Ah, très bien. En tout cas, ne serait-ce que visuellement, d'ailleurs, la plage du film existe, et depuis, elle a été envahie par les touristes du monde. Alors, c'est un peu dommage, c'est toujours ces coins isolés, vierges de tout. Malheureusement, on en fait des pièges à tourisme. Alors, on enchaîne, oui, à l'été meurtrier. Ah, revenons un peu du côté français. C'est parce que, bon, l'été meurtrier est d'après Sébastien Japrisot. Le même qui a écrit Un long dimanche de fiançailles, c'est son plus célèbre, adapté donc par Jean Becker en 1983. Donc avec Isabelle Adjani, avec Alain Souchon. On ne le voit pas souvent en tant qu'acteur, mais il joue le rôle d'un pompier. Et d'ailleurs, on reconnaît peut-être ses antécédents musicaux parce que ce pompier, on le surnomme tout simplement Pimpon. Alors oui, il sera un peu compliqué là aussi, hein, et qui tourne mal. Hein, Et oui, une histoire de vengeance. Disons que ça commence dans un village qui vit sa vie quotidienne. On est en été, donc quand on pense à été, on pense bel et bien souvent à chaleur, mais pense-t-on à sulfureux?
Oui. Parce que voilà, il va y avoir une dame assez sulfureuse qui va arriver, jouée donc par Isabelle Adjani, donc une femme un peu trop libre, on aurait tendance à dire, un peu trop dévergondée. Je crois qu'on l'a bien cerné déjà là. Disons, on se demande où est la frontière entre l'innocence et l'indécence. En tout cas, ça va suffisamment Bah, intriguer et charmer. les deux se terminent par sens, et effectivement, c'est une odyssée de tous les sens, parce que ça va charmer, comme tu dis, Et ben, le personnage d'Alain Souchon, Voilà. Pimpon, hein. à tel point d'ailleurs qu'ils vont se marier. Eh oui. Mais on sent poindre un passé chez elle assez lourd, Voilà. même un comportement bizarre, très cyclotimique, hein, qui passe de la joie intense à la tristesse la plus larmoyante. Mais c'est vrai qu'on aurait tort d'en révéler peut-être un peu trop. Ah, ça c'est juste le début, hein, ça Voilà. c'est juste le début. Parce qu'après, Non, mais il faut quand même préciser, voilà, qu'elle est un peu psychotique sur les bords. D'accord. Ouais, ouais. D'ailleurs, alors ça n'a rien à voir avec l'été, mais sais-tu comment on appelle un ours cyclotimique? Un ours bipolaire. Bravo! C'est vrai. Et tout le rapport avec l'été est là. Et toujours dans la même veine que l'été meurtrier, il y a un autre long métrage, le côté femme fatale, qui explose de tous les charmes, on va dire. Sauf que là, il y a aussi le rôle d'un homme, mais dont le charme va se retourner contre lui. Donc le titre, trêve de suspense, L'année des méduses, signé par Christopher Frank en 1984, avec Valérie Kaprisky Ah oui. dans le rôle titre, D'accord. qui joue donc une jeune fille qui va régulièrement avec sa mère donc à la plage. Hein. Ils ont une vie parisienne le reste de l'année, mais tandis que leur père continue à travailler à Paris, elles vont en province. Et tous les ans, elles ont l'habitude d'y retrouver donc un jeune homme qui fait tomber toutes les filles sous son charme, dont Valérie Kaprisky, qui joue la jeune fille, hein, la fille donc de la mère. Mais le problème, c'est que il a une histoire d'amour avec presque toutes les filles de la région, sauf avec elle. Et à cette Valérie, ça ne va pas lui plaire, et ça va être comment essayer à tout prix de se faire remarquer de lui. Ah ben, on s'enfonce davantage dans le sombre, mais on reste français, si ça peut nous rassurer, hein, avec Dupont-la-Joie. Ah, oui, d'accord. De Yves Boisset, réalisé en 1975. Retenir cette date, 1975. Oui, Ça oui. pourrait être l'objet d'une transition très bien trouvée. Exactement. Ouais. Voilà. Alors, nous avons Jean Carmé dans le rôle de Dupont-la-Joie, Isabelle Huppert, et aussi Philippe Noiret, donc le Dupont-la-Joie, qui est un tenancier, un aubergiste, donc va partir dans un camp de vacances en été avec sa femme et son fils, je crois qu'ils ont un fils, et ben, le hasard fait bien les choses, ou pas forcément au mieux. Parce qu'il va y retrouver dans ce camp de vacances un ami, donc une famille amie, hein, donc il y a le père, la mère et la fille. D'ailleurs, on sent poindre peut-être une éventuelle histoire d'amour entre le fils et la fille des deux familles. La fille, donc jouée par Isabelle Huppert. Sauf que cette histoire d'amour va très vite être interrompue quand le père, donc Dupont-la-Joie, va vouloir un peu prendre la place du jeune homme. Ah, ouais. C'est-à-dire que voilà, alors qu'il n'y avait aucun témoin, eh bien, il va... Abuser d'elle, on va dire. Voilà. Et évidemment, elle risquerait de témoigner. Donc, Donc il préfère en finir tout court. c'est bien, tu termines mes phrases. C'est bien, oui, C'est on se plaît, pratique, c'est- voilà. ouais, c'est ça. Et donc, ce qui est très intéressant, à nouveau, c'est ce contraste entre voilà, le côté ensoleillé, chaleureux. On sent vraiment l'aspect aussi vacances. C'est une parenthèse dans le quotidien. Ouais. Mais voilà, une parenthèse pas suffisamment hermétique, quoi. Il y a des taches d'encre dans la parenthèse. Oui. D'ailleurs, ça me fait penser à un film un peu du même genre, mais pas tout à fait en fait. Avec Les risques du métier, où intervient le grand Jacques Brel. Souvent on le connaît en tant que chanteur, mais c'était un excellent acteur. Faut dire, vu comment il interprète ses chansons, Oui, on pouvait s'en douter. voilà, ça coulait de source. Jacques Brel, il joue un professeur, donc c'est la fin de l'année scolaire, le début de l'été. C'est un professeur dans une école de jeunes filles. Et souvent, voilà, il arrive que certaines élèves tombent amoureuses de leur professeur, voilà, parce que Les risques du métier. les risques du métier. Sauf que lui, il est marié et intègre. Ah, oui, quand même. Bon. Et pourtant, cette jeune fille va l'accuser de l'avoir approché d'un peu trop près. D'accord. Et durant tout le film, il va essayer de laver son nom, son honneur. Ça dénonce aussi certains raccourcis que l'on fait dans ce genre d'affaires, surtout au niveau des médias, surtout au niveau de l'enquête. Et sachant en plus que cette fille, après qu'elle l'ait accusée, donc son professeur, eh bien, plusieurs de ses camarades vont prendre la relève aussi. Ah, d'accord. Prendre le relais. Ah, bah, dis donc. Ce qui va ne faire qu'enfoncer le pauvre Ah, Jacques. oui. Et avec sous couverture aussi de l'été. C'est la fin de l'année scolaire. Ah, oui, hein. Mais nous parlions d'abord de Dupont-la-Joie, nous parlions d'abord d'Yves Boisset, et surtout nous parlions d'abord de 1975. Eh oui. Eh bien, transition, que se passait-il la même année de l'autre côté de l'Atlantique? Ah, un grand film voyait le jour, hein, oui, sur grand écran, Les Dents de la Mer. De Steven Spielberg, Eh oui. son troisième film. Oui.
Déjà, on voyait le talent hein, derrière. Le troisième film, il nous fait le film de monstre un peu ultime à cette époque, hein, parce que tout le monde, à la suite de ça, a refusé d'aller se baigner. Donc je te dis pas après le tourisme comment il a dégringolé, mais bon, voilà, c'est que ça a marché, hein. Bah oui, de toute façon. Et oui, donc l'histoire d'une famille hein, qui s'installe, lui finalement est un peu garde-côte, enfin, il surveille les plages en tout cas. Le père. Le père, hein, tout à fait. Et bien de là, il va assister à des agressions sous ses yeux, en pleine, enfin, au bord de mer même, hein, parce que le fameux requin, hein, voilà. Le fameux requin. Requin qui d'ailleurs aura posé pas mal de soucis au niveau de la production. Oui, alors, parce que la conception, c'était un animatronique, ce qui se faisait beaucoup à l'époque, mais alors pour le mettre sous l'eau... et surtout pour le rendre réaliste et ne pas faire retomber l'aura qu'il avait dégagée. Parce que la grande qualité du film, c'est pendant toute sa première partie, presque la première heure, de ne jamais montrer le requin. Et c'est aussi ça qui a révolutionné hein, un peu ce genre de ce cinéma-là. C'est-à-dire de différer le plus longtemps possible la menace, l'apparition de la menace, et quand elle apparaît, effectivement, ça crée un choc. Et grâce à ce film, les requins auront acquis une réputation dont ils se seraient peut-être bien passés. Oui, parce qu'on les a un peu diabolisés, hein, c'est sûr. Hein, alors que bon, si on compare le nombre de morts causés par des requins à celui causé... par exemple. D'abord, sans aller aux moustiques par l'hippopotame, déjà, on est passé presque du simple au quadruple. C'est déjà pas mal. 5 morts par an dû au requin, et déjà l'hippopotame, je crois qu'on en est au 100, hein, non, je sais plus. C'est possible. Non, mais c'est vrai qu'il faut se méfier de l'eau qui dort, de toute façon. Mais bon, surtout de l'hippopotame. Bon. Les dents du fleuve. Les dents carrées du fleuve. Ah oui. Ah oui, tout de suite, on tremble, hein, vraiment. On devrait. On devrait. Plus que devant les dents de la mer. Les dents pointues de la mer, oui, attention. Ouais, bon. Et donc, on enchaîne avec alors un tout autre genre. Là, c'est les humains dont il faut se méfier, hein, dans Délivrance. Voilà, mais on reste près d'un fleuve, non? Une rivière. On reste près d'un fleuve, toujours l'élément aqueux qui est dans le secteur, avec donc c'est John Boorman hein, qui signait ce film. En 1972, exactement. Le même réalisateur que Excalibur. Oui, tout à fait. La forêt d'émeraude aussi, il me semble. Voilà. Et Délivrance, c'est l'histoire d'un groupe d'amis hein, qui vont faire. Qui joue du banjo. Alors, pas tout à fait, oui. Enfin, c'est surtout cette scène où il traverse une sorte de village, en fait, et il y a un enfant qui, on dirait, un peu perturbé, puis même défiguré. Enfin, peut-être qu'il y a eu des radiations qui ont fait que les chromosomes se sont mal croisés. On a l'impression qu'il y a eu des croisements douteux, effectivement, dans cette... voilà. Il semble un peu dégénéré, oui, sans vouloir les offenser. Non, du tout, hein. Et donc, c'est cet enfant qui joue du banjo, et qui a donné lieu à la fameuse scène de confrontation, de duel de banjo. C'est vrai. Et oui, donc à partir de là, ils vont commencer déjà leur descente du fleuve. Ça va pas très bien se passer, parce qu'il y a tout un tas de chutes, de rapides, hein, qui les entraînent un peu vers la catastrophe. Et surtout, c'est un peu comme Caribe des Scylla. Tu continues sur le fleuve, t'es tout aussi en danger. Tu accostes, tu l'es peut-être encore plus. Alors, ils auraient mieux dû rester peut-être dans l'eau, parce qu'une fois accostés, alors ils les retrouvent, hein, c'est dégénéré. Hein. Ouais, c'est 2 d'entre eux en tout cas. Voilà. C'est une traque un peu qui se... c'est d'abord avant la traque, c'est une scène... Alors oui, une scène pour le coup à déconseiller aux âmes sensibles. C'est vrai. Et c'est comment un peu justement se délivrer un peu de ce conflit de civilisation en fait. En allant trop loin dans le fleuve, c'est comme s'ils étaient allés dans une antre interdite. C'est comme si d'une certaine manière ils avaient commis un sacrilège. Tout à fait. Et enchaînons tout de suite. Ouais, parce que ces types étranges à l'air pratiquement défiguré qui suivent d'honnêtes citoyens, je veux dire, heureusement qu'on n'en fait pas tout le temps des films comme ça. Voilà. Mais il y en a eu un, figure-toi, pas si vieux, hein, qu'on a listé, je vois, Transition, It Follows. Oh, 2015. 2015. Avec son petit cousin, son jeune frère. C'est ça, Under the Silver Lake. De 2018. Exactement, du même réalisateur, donc. Hein. David Robert Mitchell. Oui. Alors pour It Follows, ce qui est intéressant, oui, tu disais effectivement, c'est ces personnes qui suivent. Hein. Là, c'est plus vraiment une personne, c'est une sorte de créature qui effectivement prend la forme et l'apparence de gens. Voilà, c'est une créature qui a un complexe d'identité, à tel point d'ailleurs qu'elle est très timide. Hein. Elle n'accepte de se montrer qu'à une personne à la fois. Une personne qui est infectée par elle, hein, littéralement, parce que une personne donc, où c'est transmis sexuellement cette malédiction. Ah oui, parce qu'on sent tout de suite la métaphore de la... DNST, du sida, enfin voilà, il y a tout ça derrière qui est colporté. Et c'est donc ce monstre-là qui vient générer ce malaise-là, qui s'incarne, qui métaphorise hein, ça, et du coup c'est une traque. Tout le long du film, c'est ça qui est assez fabuleux dans la mise en scène. Une traque tranquille. Hein, une traque tranquille, c'est une ça. tranque ou une traquille. Une traquille. Ouais, parce que cette créature ne fait que marcher. Exactement. On prend son temps. On prend son temps, mais comme les boogeyman, les croque-mitaines de ces époques, là, on pense à Michael Myers d'Halloween qui
tous ces tueurs en série qui prenaient excessivement leur temps et qui finalement étaient certains d'atteindre leurs victimes, quoi qu'il en soit. Ouais, non, mais bon. Et It Follows, donc c'est aussi la maestria de la mise en scène, parce que c'est constamment dans l'arrière-plan du film, on essaie de déceler cette silhouette qui avance pas à pas vers nous, et que... Et surtout de la démarquer par rapport aux silhouettes tout à fait normales, innocentes. Exactement. Est-ce qu'on va pouvoir effectivement distinguer ça, et c'est le grand mérite du film aussi. Voilà. Donc, et puis une ambiance vraiment exceptionnelle de mon point de vue, et qui est très inquiétant. Et surtout dans les visuels. Ce réalisateur, il est très fort dans les visuels d'horreur. Exactement. Parce que le suivant, là aussi, Under the Silver Lake... ce n'est pas la peine de... Non, mais alors là, c'est beaucoup plus ambitieux. C'est vrai que c'est un film... It Follows, c'est effectivement le film un peu de course-poursuite, un peu... j'aurais même envie de dire que le It Follows, les héros sont poursuivis. Là, Under the Silver Lake, c'est le héros qui poursuit. Qui poursuit supposément aussi une menace qui serait comme ça planante. Le monde d'Hollywood, les strass, les paillettes, tout ça serait en fait un miroir aux alouettes, donc ça on le savait un peu, mais gouverné par une sorte de société secrète. Et alors maintenant... Oui, bon, allez, suffisamment parler de It Follows, hein, It, pourquoi parler toujours de It? Non, vraiment, c'est vrai, c'est pas comme s'il y avait ça, non? Ah oui, It. It, voilà, ça, donc, version téléfilm et film, hein, quand même aussi. Alors, téléfilm donc, signé par Tommy Lee Wallace en 1990, avec Tim Curry dans le rôle du... Ouais, qui a marqué un peu tout le monde à l'époque, les enfants, notamment, moi quand je l'ai vu jeune, c'était quand même une... Oh, très bien doublé en français. Ah oui, et c'est vrai que ce téléfilm-là, le clown, en fait, ce qu'il avait pour lui, c'est vrai, c'était le dialogue, en fait. Oui, et puis ce côté, pas toujours heureux. Oui. Il y avait parfois un aspect, même tourmenté, on aurait presque pu croire à une psychologie tout à fait humaine. Oui. Bon, même si Stephen King s'est inspiré d'un fait réel, d'un psychopathe qui se déguisait en clown, voilà, pour kidnapper des enfants, je crois, voire pire. Il y a déjà une origine plus ou moins humaine, si on peut appeler ça humain. Mais... D'ailleurs, c'est marrant le pied de nez d'en avoir fait une créature, parce que finalement, pour lui, c'est comme si c'était inhumain. On peut le voir comme ça aussi, voilà. C'est intéressant. Et le film, qui est sorti là plus récemment. Hein, donc, Andy Muschietti. Exactement, réalisateur de Mama, déjà. Et donc, 2017, déjà, le premier volet. Ah, Un avis à vif, le numéro 20. Ah oui, on vous le conseille, hein. Ne loupez pas surtout. Et on vous disait déjà un peu le bien qu'on pense du film. Ouais, et surtout, ne ratez pas le prochain avis à vif consacré, le 45. Au chapitre 2, eh oui. Ouais, parce que c'est vrai que c'est en 2 chapitres, comme les téléfilms. Exactement. Et là, c'est vrai qu'on s'intéressait un peu moins. Alors, le clown était très présent. Il avait moins d'aura pour le coup, quand même, hein, je trouve. Même s'il est intéressant. C'était une aura différente, mais il y avait peut-être un côté peut-être trop sophistiqué. Le fait que le premier clown, avec son costume beaucoup plus coloré et un aspect très, très kitsch, un aspect très brillant, mais presque un costume fait sur le tard, qu'on a l'impression. Là, le clown, bon, il a un très très beau costume, mais peut-être il fait un peu trop poupée de polichinelle. C'est vrai, il y a plus ce côté-là. Mais il a pour lui de belles dents. Oui. Les dents de devant en lapin, ça c'était... Ça donne une identité. Je sais pas si c'est les véritables dents de l'acteur, mais ça va très bien avec ses sourires maléfiques. Et c'est vrai que pour ce coup-là, le film a pour lui en tout cas la qualité de mieux brosser ses personnages, son groupe d'enfants. Je trouve que c'est un peu plus réussi. Ils existent davantage et puis on s'intéresse plus à eux peut-être aussi. Bon, enfin voilà, c'est une version différente en tout cas, c'est ça qui est intéressant. Et j'aimerais lancer une petite dernière rubrique. Oui. La même rubrique que pour notre Face à effet numéro 6 spécial Noël. Ah, je vois. Eh bien oui, on peut faire des enquêtes durant Noël, tout comme on peut faire des enquêtes durant les vacances d'été. Bon, ça n'empêche, hein, oui. Voilà, Hercule Poirot, le retour, avec, 3 films dont on va parler très rapidement, hein, parce que, le concept reste le même. Et surtout, on peut pas vraiment raconter un film policier sans en dévoiler trop. Un film policier, ça doit se découvrir. Gardons le secret, oui. Donc, les vacances d'Hercule Poirot, alors, il me semble que ce sont celles d'été, mais en tout cas, il doit surtout faire une cure thermale. Ouais. Et donc, son enquête va se dérouler un peu dans un cadre à la Cure for Life. Je vois. D'une certaine façon. Ah, oui. Nous avons aussi Rendez-vous avec la mort. Ah, alors là, nous n'avons plus forcément affaire aux vacances d'été, mais au pays de l'été. Enfin, que j'assimile souvent, qu'on assimilerait peut-être à l'été, le Moyen-Orient. Oui, c'est vrai. On sent vraiment d'ailleurs dans ce film, alors ça a beau être des téléfilms, je trouve qu'ils font beaucoup plus cinéma que pas mal de films au cinéma qu'on peut voir. D'accord, ah oui. Alors oui, rappelons que Hercule Poirot est joué par l'excellent David Suchet. Ah oui. Doublé en français par l'excellent Roger Carrel.
D'accord, ouais. Effectivement, du beau monde. Ah ouais, très beau monde. Alors, Rendez-vous avec la mort, alors là, c'est dans des fouilles archéologiques. Une vieille femme bien, enfin, rombière, un je peu vois tout à fait, femme ouais. forte, et très riche, hein, aristocrate. Alors qu'elle se rendait avec sa troupe sur les fouilles archéologiques menées par son mari, Ouais. eh bien, va y trouver... La mort. Voilà. Je crois que oui, c'est dans le titre aussi. Mais... Ouais, Ah, c'était donc pour ça. C'était donc ça. Bon. Et nous terminerons juste avec Meurtre en Mésopotamie, où là c'est aussi toujours dans le cadre de fouilles archéologiques, où on sent vraiment la chaleur, on sent vraiment à la fois un dépaysement, à la fois une espèce de légende, de mythologie presque. On sent un parti pris de mise en scène qui vire au fantastique malgré tout, que ce soit par la psychologie, que ce soit par le mystère, on sent un mysticisme. Très bien. Ah bah dis donc, Ces enquêtes. ça donne envie. Et je crois que oui, on n'a pas tout à fait fini encore. On finit par l'incontournable des incontournables quand on veut parler de l'été, parce que je n'ai cessé de le dire et de le répéter, ça rime, mais le 4 juillet, qui est une date été, hein, c'est estival. Hein. Bien sûr. Ah oui. Que s'est-il passé le 4 juillet? Est-ce qu'il n'y aurait pas eu un pays des merveilles par là? Tout à fait. Le 4 juillet 1862, combien de fois devrais-je le répéter? Eh bien, c'était la fameuse balade en barque de Lewis Carroll et des trois sœurs Liddell, avec un ami de Lewis Carroll, hein, de Duckworth. Et c'est là que Lewis Carroll a croisé du regard un lapin qui se terrait dans son terrier. Et l'étincelle, il n'en fallait pas plus pour que l'étincelle jaillisse. Eh oui. Alice au Pays des Merveilles, donc le tome 1, eh bien, se déroule en été. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que je recommande à tout le monde toutes les adaptations honnêtes, hein, toutes les adaptations dignes du Pays des Merveilles. Voilà. Non seulement celle de Walt Disney, mais celle de Nick Willing en 1999, celle de John Anderson, par exemple, de 1998, celle de William Sterling, tiens, 1972. Enfin, détails. Mais tu as raison, très bien. Bon, ben voilà, avec cette longue liste de films, hein, je pense que vous avez de quoi faire. Et oui, parce que même si l'été touche à sa fin, pourquoi ne pas aussi prolonger un peu cette saison, hein, on s'y sent bien. Hein. Tant qu'il fait été dans nos têtes. Ah bah il fait été dans nos cœurs aussi. Oh là là, que de beaux sentiments. Hein, bon. Et en effet, si l'été doit à un moment donné nous quitter, ça rime, eh bien on sait que d'un autre côté, ça rime toujours, Oui, toujours. bientôt, comme le sablier, il nous retournera. Et ça ne rime plus. Et n'oubliez pas que faites de beaux rêves estivaux.